Bonjour à tous. Donc, pour cette table ronde, nous allons revenir sur le concept initial de ce matin, donc le concept One Health, qui nous invite à repenser fondamentalement notre approche de la santé. Cette vision intégrée reconnaît une vérité essentielle. Nos santé sont profondément interconnectées. La santé humaine, la santé animale, la santé de nos écosystèmes ne peuvent plus être considérées séparément. Alors pourquoi est-ce que cette approche devient critique aujourd'hui? La crise du Covid-19 nous l'a brutalement rappelé. L'effondrement de la biodiversité que nous observons partout dans le monde, le changement climatique qui bouleverse nos équilibres naturels, tous ces défis nous montrent une réalité incontournable. Nous partageons une seule et même planète et notre santé en dépend. Donc comme le disait ce matin et le rappelait Cécile de Normandie, One Health n'est plus un concept de santé publique. C'est un défi pour l'ensemble de la société dans lequel les entreprises s'inscrivent en cherchant à comprendre et gérer leur impact et dépendance vis-à-vis du vivant. C'est un enjeu de résilience et d'adaptation sur le long terme. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui pour cette table ronde donc Clémentine Fischer, Sustainability Engagement Lead chez AXA, Nathalie Jaubert, Head of Group Sustainability Strategy, Research and Expertise, BNP Paribas. Alexandre Capelli, Group Environmental Deputy Director chez LVMH. Et Chloé Pfizer, CEO EDF PEI. Alors, venant de chez Sanofi, on m'a posé beaucoup de questions. Amandine, qu'est-ce que ça veut dire pour Sanofi et le secteur de la santé? Donc, je vais vous donner tout d'abord quelques éléments de contextualisation. Donc la triple crise environnementale, la pollution de l'air et de l'eau, le changement climatique, la perte de biodiversité affectent la santé des populations et contraint les systèmes de santé. Les estimations indiquent que d'ici à 20 ans, il y aura 15 millions de personnes supplémentaires qui décéderont du fait de l'environnement, dont la moitié de maladies respiratoires. Bon, sans compter les maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires. Et les systèmes de santé souffriront aussi de ces impacts, alors qu'ils sont à l'origine de 5% des émissions. 5%, ça peut paraître faible, mais c'est 2 fois plus que le secteur de l'aviation. Je ne sais pas si vous aviez ce chiffre en tête. Donc les projections sont sans appel. Les coûts de santé devraient augmenter de 1,1 milliard de dollars, tandis que les pertes économiques pourraient atteindre un niveau alarmant de 12,5 milliards de dollars. Des chiffres qui nous rappellent qu'il est important d'agir. Donc chez Sanofi, pour faire très rapidement, avant de donner la parole aux intervenants, nous adressons l'impact de l'environnement sur la santé de manière holistique en combinant atténuation, résilience et adaptation, et on essaye de le couvrir à tout niveau de nos activités. Donc tout d'abord, on réduit l'impact de nos activités sur l'environnement et on travaille pour améliorer le profil environnemental de nos produits. 100% de nos produits, nos médicaments et de nos vaccins sont éco-designés, des nouveaux produits. On se projette au-delà des frontières de nos activités traditionnelles en réinventant le parcours de soins, en regardant en fait tous les leviers de décarbonation, les visites chez le médecin, les visites à l'hôpital, jusqu'à la fin de traitement à vie des produits. Et enfin, on travaille, ça a été mentionné tout à l'heure, sur l'acquisition de données, parce que la donnée est extrêmement importante pour mettre en lien les corrélations entre santé et environnement. Voilà, donc l'enjeu, faire converger innovation, investissement et action politique vers les solutions les plus résilientes. Et donc j'ai assez parlé pour cette introduction. Et je vais commencer par vous poser une question simple à tous. Que représente pour vos secteurs respectifs le concept une seule santé? Et on va commencer par Clémentine. Bonjour. Alors, moi, je représente AXA, donc nous sommes assureurs. Nous avons parlé tout à l'heure de l'assurance et des différents risques qui étaient en lien avec à la fois la santé et l'environnement. Donc, on couvre effectivement un certain nombre d'activités économiques par le métier de l'assurance, et on constate très vite les risques physiques auxquels sont exposés à la fois les entreprises, les particuliers. Et donc on a l'environnement et la dégradation de la biodiversité, on le voit très vite sur les impacts avec par exemple les inondations, les vagues de chaleur. On est aussi assureur santé, ça se sait un petit peu moins, mais on est aussi un assureur santé. On a des collectifs santé assez importantes en
France, et à l'étranger, on peut avoir des systèmes assurantiels sur la santé encore plus développés. Et donc, on est aussi confronté à la dégradation et aux impacts sur la santé pour les salariés qu'on assure, via les collectifs santé ou nos clients directs. Donc, ce sujet à la fois de la convergence entre protéger la nature et protéger la santé humaine, on y vient assez naturellement chez AXA. Et on agit de plusieurs façons, c'est pas toujours simple. On continue d'agir contre le changement climatique, quand même une des causes de dégradation de l'environnement aussi. Donc on continue à agir sur la mitigation. On accompagne les changements de pratiques pour les clients industriels, puisqu'on a une grosse partie de notre portefeuille qui sont des clients industriels. Et on fait aussi la promotion de mesures d'adaptation pour les entreprises, pour les petites entreprises et pour les particuliers, et aussi surtout la prévention, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de messages de prévention à faire. La prévention, c'est à la fois des messages et à la fois des actions pour permettre à des personnes, par exemple, d'avoir des check-up réguliers qui permettent de détecter des maladies. On a bien vu dans les panels précédents que l'exposition aux polluants, notamment, vagues de chaleur, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais pouvait créer il faut-il que les gens puissent se tester et voir s'ils y sont soumis ou pas. Donc voilà, c'est un sujet qui nous préoccupe pas mal chez AXA. Merci Clémentine. On va poser la même question transverse à Nathalie dans le secteur de l'investissement pour BNP. Alors, côté BNP Paribas, on est une banque, un investisseur et un assureur. Alors, je ne reviens pas sur la partie assurance, même problématique, probablement même type de solution. Pour la banque, le concept One Health, il est arrivé finalement par des entrées connexes sur lesquelles on avait déjà travaillé. Quels sont les impacts de nos clients sur la pollution? Quels sont les impacts sur la résilience des écosystèmes? Comment on peut faire en sorte que quand on prête à un client, on soit confiant sur le fait que son écosystème va être suffisamment solide pour qu'on soit remboursé à terme. Donc, on n'est pas rentré au départ par le sujet de la santé, mais plutôt par qu'est-ce qui fait que l'écosystème dans lequel on vit reste résilient. Donc, on a fait plusieurs travaux là-dessus. Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le sujet du changement climatique. On a travaillé aussi sur le sujet des pollutions, des PFAS. On a approfondi la thématique en regardant, par exemple, le sujet de l'antibiorésistance, qu'est-ce que ça veut dire. Et on essaie de faire le lien. Et pour nous, ça a été très important en interne parce qu'on a bien vu, Amandine, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le sujet des polycrises, ça a posé beaucoup de questions sur quels sont les liens entre des choses qui étaient relativement isolées au sein du groupe. Et le thème de One Health, ça nous permet vraiment de faire ces passerelles entre différentes activités au sein de la banque, donc différents métiers, mais aussi différents secteurs. Donc, je trouve que c'est à la fois un moyen de repenser ce qu'on fait et de l'approfondir, de discuter entre nous avec des modalités différentes, et ça nous sera utile parce qu'on voit bien que les crises, elles n'arrivent pas toujours par le sujet par lequel on avait anticipé. Et puis, il y a autre chose qui est peut-être plus anecdotique, mais qui est important, c'est que ça nous permet de travailler sur la prévention et pas seulement sur le problème ou le risque. Et je trouve qu'en termes d'énergie, pour nous, pour porter un projet, aller de l'avant, c'est quand même plus enthousiasmant pour des équipes de se dire qu'elles vont participer à prévenir des difficultés, à donner du confort de vie, de la qualité de vie, plutôt que de tout le temps courir après le problème qu'on n'avait pas tout à fait vu venir comme ça. Donc voilà, ça nous permet une dynamique et puis une fluidité qu'on essaie de travailler parce que le monde dans lequel on est, il sera de plus en plus traversé par ce type de choses. Merci. Alexandre ? C'est bon, voilà. Alors, comment il se matérialise chez LVMH? Je vais être un peu imagé, mais finalement, on s'aperçoit qu'une stratégie environnementale, ce n'est pas que des tableurs Excel et des trajectoires climat derrière un écran à Paris ou à Londres. C'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on regarde les chaînes de valeur du groupe, quasiment systématiquement, au début de nos chaînes de valeur, on a des agriculteurs, on a des éleveurs, matières premières animales, matières premières végétales, aussi des mines, et on a toute une chaîne de transformation. Et à chaque étape, on a des interfaces entre l'homme, entre les femmes, les hommes et les écosystèmes. Alors tout ça, c'est traduit par une stratégie environnementale avec des objectifs de certification, avec des objectifs de déploiement de l'agriculture régénératrice, avec des objectifs de réduction des pollutions. Mais One Health, finalement, nous permet d'être un peu plus, on va dire, ça nous permet d'être un peu plus en cohérence et d'être plus efficace sur tout ça. Permis finalement sur quelque chose qu'on avait identifié, formalisé. Donc en fait, ça se traduit en action, je reparlerai tout à l'heure.
Ça se traduit aussi beaucoup en gouvernance multi-stakeholder. C'est-à-dire que ce sujet-là, on ne peut pas le traiter tout seul. On a besoin de discuter avec les communautés locales, on a besoin de discuter avec les administrations locales, on a besoin de discuter avec les fournisseurs. Donc là, ça ne peut pas se gérer tout seul. On est encore derrière un écran. Et on s'aperçoit aussi que les solutions sont très dynamiques. Les réponses à ce sujet-là, elles ne sont pas figées dans le marbre, elles ne sont pas figées dans le temps. Elles vont peut-être être différentes d'un territoire à l'autre, elles vont être différentes d'une année à l'autre. Là, pareil, j'en reparlerai. Donc, ça nous a permis finalement de mettre un concept sur quelque chose qu'on avait un peu identifié, mais qu'on n'avait pas formellement déployé. Et ça nous permet probablement d'être plus efficaces. Et on pourra reparler sur quelques exemples. C'est ce qu'on fera juste après. Maintenant, du coup, je vais donner la parole à Chloé pour le secteur de l'énergie EDF. Oui, bonjour à tous. Alors, juste en une phrase, EDF PEI. PEI, c'est pour production électrique insulaire. C'est parce que c'est une filiale d'EDF qui produit la majorité de l'électricité pour des territoires non interconnectés ou insulaires, donc la Corse, la Réunion, les Antilles, la Guyane. Donc, c'est une filiale qui exploite et construit des moyens de production, donc qui a un impact direct sur son environnement. Ça, je pense qu'on y reviendra après. Si on dézoome sur le groupe EDF, je crois que c'est intéressant de rappeler sa raison d'être qui a été définie il y a quelques années et qui va englober le concept de One Health. Vous allez voir, construire un avenir énergétique neutre en CO2 en préservant la planète, le bien-être et le développement grâce à l'électricité, bien évidemment, et à des solutions innovantes. Donc pour ça, le groupe EDF s'est fixé 3 gros objectifs et le concept de One Health est à cheval sur ces objectifs. Le premier, c'est bâtir le système électrique de demain. Alors, le système électrique de demain, il est neutre en CO2. Il se trouve que le groupe EDF est déjà le producteur le plus bas carbone au niveau mondial, mais la signature de l'accord de Paris se donne des objectifs supplémentaires de 0 émission nette en 2050. Donc ça veut dire 0 émission sur tout son écosystème de travail. Bon, pour les experts, scope 1, scope 2, scope 3, donc c'est aller un cran plus loin. Et puis bâtir le système électrique de demain, c'est aussi accélérer l'électrification des usages. Je crois que c'est un petit thème d'actualité d'ailleurs. Pourquoi? Parce que plus d'électricité, c'est aussi moins d'énergie fossile. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est s'inscrire dans les limites planétaires. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire savoir s'adapter aux dérèglements climatiques, c'est être résilient et continuer à fournir de l'électricité malgré les aléas climatiques. Donc ça, c'est un premier point, s'adapter. C'est aussi et surtout préserver et régénérer les écosystèmes dans lesquels on travaille. Donc la biodiversité, c'est un gros sujet. En ce qui me concerne, on est très attentif, là où on produit l'électricité, aux espèces protégées, en particulier dans les territoires ultramarins, où la biodiversité est vraiment un sujet de préoccupation et d'attention. Ça peut se traduire par ça, par comment est-ce qu'on préserve les nidations, comment est-ce qu'on préserve les espèces protégées autour de nos actifs. C'est aussi, et c'est un sujet extrêmement important pour le groupe EDF, avoir une gestion durable de l'eau. Dans le cadre de l'hydroélectricité, par exemple, dans le cadre du nucléaire, en ce qui concerne mon activité, c'est comment est-ce qu'on a des unités, et on les a, de désalinisation, voilà, merci beaucoup, dessalement, de l'eau de mer pour éviter d'utiliser l'eau courante pour refroidir nos circuits de production. C'est un exemple. Et le troisième objectif, qui est dans la raison d'être d'EDF, c'est d'agir pour une transition énergétique juste. Alors, comme la plupart des zones frames, c'est très important pour nous, c'est de mettre la sécurité et la santé des salariés, de nos partenaires en priorité, ainsi que la sûreté des installations. Mais ça veut dire aussi sur tous les territoires où l'on travaille, où l'on a une activité, c'est promouvoir les droits humains, l'inclusion, la diversité. C'est maximiser les retombées positives sur les territoires sur lesquels on travaille, donc par l'emploi local, en utilisant les filières locales. Et c'est aussi... dans le secteur de l'énergie, c'est important, lutter contre la précarité énergétique, c'est-à-dire garantir l'accessibilité de l'énergie à tous. Donc, vous voyez qu'au travers de ces objectifs, on englobe, le groupe EDF embarque le concept de One Health. Merci à tous. Donc déjà, première bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a une appropriation par toutes les entreprises, en tout cas à minima par ceux qui sont autour de la table aujourd'hui. Je vous propose maintenant d'entrer un petit peu plus dans les actions concrètes que vous menez. Je vois des thèmes communs également, on parle de prévention, vous avez toutes les deux parlé de prévention. Donc on va recommencer avec vous Clémentine, si vous voulez bien, sur la partie assurance. Donc concrètement, vous avez mentionné 2 types d'assurance, assurance auprès des industriels et auprès des assurances santé.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur concrètement en quoi cela consiste? Oui, tout à fait. Alors pour les clients industriels notamment, il y a de grandes tailles et des petites tailles, mais allez, on va parler de clients industriels en général. On agit beaucoup via du conseil, on a des experts techniques et du support opérationnel pour les accompagner dans la transition. C'est important pour nous que nos clients deviennent plus vertueux. Alors, on aime bien nos clients carbone, mais on aime bien aussi que nos clients limitent leur risque incendie, limitent leur risque de pollution, limitent les risques pour la santé et sécurité de leurs travailleurs, etc. Donc, on a un des objectifs de l'assureur, c'est de diminuer le risque. C'est mieux pour l'assuré, c'est mieux pour l'assureur. Donc, on travaille beaucoup à ça. Donc, on fait beaucoup de prévention, beaucoup d'adaptation et beaucoup de travail technique avec les personnes qu'on assure. On peut assurer aussi les risques de pollution accidentelle pour dépolluer, intervenir rapidement et permettre que la pollution ne s'étende pas trop, notamment dans les milieux marins. Et on peut travailler avec des acteurs comme le CEDRE en France qui accompagnent et qui donnent beaucoup de conseils pour que la pollution soit circonscrite le plus possible et dépolluer le plus rapidement possible. On assure aussi les nouvelles technologies et les technologies de transition. Par exemple, pour le transport maritime, on va assurer d'autres modes de propulsion que le fuel lourd qui est aujourd'hui dans les bateaux et qui crée des dégâts quand il y a des naufrages. On travaille aussi, par exemple, sur d'autres modes de culture, d'aquaculture, en essayant de développer des aquacultures plus propres, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de dommages sur l'environnement avec des problèmes d'aquaculture qui génèrent beaucoup de déchets, beaucoup d'azote, etc., et qui au final sont assez délétères pour l'environnement. On accompagne aussi des changements de modèle. On peut travailler donc avec les industriels, mais avec les villes. On travaille aussi dans la santé publique. Dans certains pays, on a un système de santé intégré. On déploie des cliniques même nous-mêmes pour pouvoir apporter l'accès à la santé au plus grand nombre. On oublie beaucoup en France, mais il y a quand même énormément de pays où l'accès à la santé est extrêmement compliqué. Voilà, et on travaille aussi avec les plus petites entreprises qu'on peut accompagner avec des niveaux techniques peut-être un petit peu moins poussés, mais qu'on continue d'accompagner avec des messages de prévention et d'adaptation. Et on a aussi une entité qui s'appelle AXA Climate, qui travaille beaucoup sur la transition du modèle agricole. Donc voilà, donc sur le sujet industriel, vraiment, c'est comment on accompagne des pratiques plus vertueuses, comment on limite la pollution, l'émission de CO2 et l'impact sur l'environnement. Et après, il y aura d'autres choses que je vous dirai plus tard. Toujours donc du coup dans cette même logique d'approfondir un petit peu le sujet, je suis très intéressée pour savoir en fait quels bénéfices concrètement vous en tirez pour vos activités et si on peut faire un zoom un peu plus sur la partie real estate. Alors, nous, on a 2 leviers dans la banque pour inciter les gens à modifier leurs pratiques. On a le levier des risques, c'est-à-dire leur poser des questions pour savoir ce qu'ils font et mettre ces réponses dans l'évaluation globale. Et donc, on a un outil interne où tous nos clients entreprises vont avoir des questions. Alors, le nombre et puis la sophistication des questions va bien sûr dépendre de leur taille. Et dans ces questions, il va y en avoir une partie sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, sécurité des travailleurs aussi, parce que c'est important que toute la chaîne soit incluse, et puis sur l'impact sur les communautés. Donc, on a ce levier des risques qui est poser les bonnes questions par industrie pour que nous, notre portefeuille de crédit, il soit plus résilient et plus solide face aux crises. Puis, on a un deuxième outil qui est l'outil de proposer des produits spécifiques pour inciter nos clients à aller dans la direction qui nous paraît la plus pertinente. Ça peut être des crédits où le taux d'intérêt il va bouger en fonction d'indicateurs qui sont basés sur des éléments liés, par exemple, à la protection de la biodiversité, à la réduction des déchets, ou ça peut être des produits où on va financer spécifiquement un objet qui va avoir un impact positif. Alors, dans l'immobilier, par exemple, c'est un sujet qui est un tout petit peu différent parce que si on veut faire le lien entre la santé et l'immobilier, il va y avoir des choses qui sont évidentes, par exemple, tout ce qui va être lié au système d'aération, de filtration, le lieu dans lequel on vit, on le sait, je pense que vous avez tous lu les articles sur tous les polluants qui sont dans les habitats. Donc, comment on fait pour s'assurer que la qualité au sein du bâtiment est performante avec, de façon intéressante aussi, un retour à des systèmes, par exemple, d'aération naturelle, après avoir aussi beaucoup travaillé sur les systèmes de climatisation. Donc, on a maintenant des bâtiments qui peuvent être dans des matières qui sont très bénéfiques pour l'environnement. On a des bâtiments en bois, un programme, par exemple, qui s'appelle Arboretum, où on va avoir un système d'aération naturelle. Donc, il y a tout ce qui est
dans quoi on vit, dans quelle matière, comment ça se présente, mais il y a aussi le lien à la nature, avec des bénéfices sur la santé qui sont peut-être moins immédiats que ceux à quoi on peut penser sur voilà, les composés volatiles, qui sont comment le fait qu'un bâtiment conçoive un rapport à la nature vraiment dynamique va améliorer le bien-être de ses habitants. On a par exemple un bâtiment dans le 13e où il a été décidé de renaturer une partie de la parcelle au sol, vraiment en terre normale, pas avec juste des éléments décoratifs, et d'avoir depuis le rooftop jusqu'au bas du bâtiment, une cascade de plantes avec pour intérêt, bien sûr, une dimension esthétique, les gens sont plus contents, une dimension vraiment de qualité de l'air, de baisse de la température et des îlots de chaleur en ville. Donc, c'est vraiment très important, on le voit dans les périodes de canicule, et aussi des possibilités, une dimension de bien-être, alors qui est plus difficile à mesurer, c'est sûr, mais qui compte vraiment énormément dans la façon dont on vit les bâtiments. Une des réflexions qu'on a, c'est comment balancer le fait qu'il faut optimiser un espace, donc on ne peut pas faire en ville des grands espaces verts, donc on va rendre plus compact le bâtiment pour libérer de l'espace au sol et réintroduire de la biodiversité, permettre d'avoir une continuité de biodiversité et donc des espèces qui peuvent nicher pour les oiseaux ou ça s'appelle pas des trames vertes, voilà, qui vont permettre de maintenir la biodiversité. Donc côté real estate, il y a une dimension dans le bâtiment, dans sa conception, dans l'impact climatique, mais aussi une recréation d'un lien à la nature et à l'espace extérieur. On peut aussi penser aux bénéfices indirects qui sont liés par le fait que si on accède facilement, qu'on peut faire du sport, au total, le bénéfice santé sera positif. Donc voilà, certaines choses sont directes, d'autres seront plus diffuses. L'important, c'est vraiment de concevoir le bâtiment avec tout ça dès le départ. De manière totalement holistique. Merci beaucoup. Alexandre, vous avez mentionné tout à l'heure en introduction sur le concept One Health les filières d'approvisionnement agricole. Bon, ça semble plus logique parce qu'on parle de nature, animaux, etc. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur le sujet? Mais aussi, je serais intéressée d'en savoir un peu plus. Qu'en est-il des parfums et des cosmétiques? Et quelles sont les actions et les liens que vous faites? Alors, on a effectivement plusieurs projets. Il y en a un qu'on a lancé l'année dernière, qui est un projet One Health, qu'on revendique comme étant un projet One Health. On a mis les pieds dans le plat, qui est sur la filière Cachemire en Mongolie. Je commencerai déjà par le sujet gouvernance, que je parlais de multi-stakeholder. C'est un sujet qu'on n'a pas pu monter tout seul. Il a fallu qu'on discute avec le gouvernement mongol, avec les associations locales, qu'on a monté avec des experts. Il y a une association SFA qui travaille de longue date sur le déploiement de pratiques responsables dans la filière Cachemire. Il a fallu aussi qu'on se fasse accompagner par un expert du sujet One Health qui s'appelle OCT. Donc voilà, tout ça, on l'a préparé. Ça nous a pris quasiment 2 ans pour lancer l'année dernière ce projet-là dans la filière Cachemire, donc en Mongolie. L'idée, ça prend plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension santé, justement. On va commencer à déployer ce qu'on appelle des One Health Hub. Alors, c'est des nomades. Hein. Les éleveurs de chèvres Cachemire en Mongolie sont nomades. Donc, on ne peut pas les dire, on va tous se retrouver dans tel village, tel jour, ça ne marche pas. Donc, en fait, il nous faut des hubs mobiles. Ça va être des petits camions, des voitures, des 4x4 qui vont se déplacer vers des communautés et qui vont les accompagner sur le sujet santé, faire de la prévention, faire de la vaccination, les conseiller sur les sujets santé, parce que c'est souvent des populations qui ont du mal justement à piloter ce sujet-là sur leur propre santé. On va aussi travailler sur la santé des chèvres, notamment pour les vacciner contre certaines maladies. Donc ça, c'est vraiment la dimension santé qui est pour nous assez nouvelle. Et il y a aussi une interface environnementale. La Mongolie est aujourd'hui un pays qui souffre énormément du changement climatique, avec notamment des sujets de désertification qui sont assez importants. Donc, on va lancer aussi un centre de biodiversité hein, avec une banque de semences. On va la mettre à disposition, là encore, des différentes communautés, avec des plantes vivrières, avec des plantes qui vont aussi permettre de lutter contre la désertification, donc des pratiques un peu d'agroforesterie. Donc voilà, c'est vraiment une approche holistique avec des sujets environnementaux, des sujets santé. Il y aura aussi des sujets bien sûr de bien-être animal, sur comment est-ce qu'on travaille avec les animaux tout au long de leur vie. Donc voilà, ça on l'a lancé, ça va durer, c'est un projet qui va durer 3 à 5 ans, donc c'est un projet de longue haleine, on en a la première année. Et on s'est fait aussi accompagner par l'UNCCD, qui est l'organisation de l'ONU qui travaille, qui lutte contre la désertification justement et qui est très impliquée sur ces sujets-là, qui nous permet de nous aider aussi sur comment piloter la dimension, on va dire, multi-stakeholder de ce projet-là.
Le deuxième exemple que je peux citer, c'est celui des vins et spiritueux. On a au sein du groupe beaucoup de vignobles, et quand on parle de vignobles, vous le savez, on parle souvent d'herbicides et de pesticides. Alors, on est engagé, là, on n'a pas attendu One Health, on est engagé sur ce sujet-là depuis très longtemps. Ça se traduit aujourd'hui par un quasi-abandon des herbicides. Sur la quasi-totalité de nos vignobles, on n'a quasiment plus d'herbicides. On est aujourd'hui à peu près à 90% de vignobles sans herbicides. L'objectif, c'est d'atteindre 100% très rapidement. C'est des changements de pratique très forts. Ça veut dire que l'herbe revient à nouveau dans les vignobles, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça veut dire beaucoup de changements de pratique en termes de conduite de la vigne. On a aussi toute une politique, j'en parlais tout à l'heure, de certification et de déploiement de l'agriculture régénératrice. On a aujourd'hui des projets de pilote d'agriculture régénératrice dans tous les vignobles du groupe. On va dire que un des projets les plus emblématiques, c'est Château-Galoupès, c'est un rosé dans le sud de la France, près de Hyères, qui a été récemment certifié ROC. ROC, c'est la certification la plus exigeante en termes de viticulture organique et régénératrice, donc on est assez content du résultat. Ça se traduit assez rapidement par des résultats. J'aurais dû amener la photo, c'est dommage, je regrette aujourd'hui, mais en décembre, il y a eu des épisodes pluvieux très intenses dans le sud de la France. Et on avait notre vignoble ROC certifié en RB, et à côté, on avait encore un vignoble qui était encore en conventionnel. Et c'était assez flagrant. Le vignoble certifié ROC était sans eau. C'est-à-dire qu'il a été en capacité d'absorber l'eau, probablement de la stocker. Le vignoble d'à côté était sous 30 cm d'eau. Avec plusieurs choses, ça veut dire que déjà le sol n'est pas en capacité de stocker l'eau, et en plus probablement il va y avoir de l'érosion. L'eau va partir et va entraîner le sol. Donc ça fonctionne bien, et ça va vite en fait, contrairement au climat. Je suis désolé, je n'ai rien contre mais en fait on s'aperçoit que les démarches de Nature Base vont assez vite en fait. On a assez rapidement des signaux très positifs de la nature, donc c'est assez encourageant. Alors après, évidemment, on mesure tout ça. On a des outils, on a encore des traitements de pesticides. Donc, on a fait un grand travail de mapping et d'évaluation de la toxicité de toutes les substances qu'on utilise. Avec un indice qui s'appelle le Vitiscore. On évalue la toxicité aiguë, chronique, l'impact sur l'eau, l'impact sur la biodiversité. L'objectif, on a déjà bien réduit, c'est de réduire tout ça au maximum en basculant sur des biocontrôles notamment qui fonctionnent de mieux en mieux. Donc on suit ça de près. On suit aussi la santé des sols. Aujourd'hui, on a 6000 hectares sur la planète qui sont suivis avec une entreprise partenaire qui s'appelle Genesis, qui nous permet de mesurer la santé des sols. On fait des analyses de sols tous les ans, on utilise aussi l'image satellitaire, mais ça nous permet d'évaluer et de mesurer les progrès de la santé des sols. Ça fonctionne bien et ça marche justement particulièrement là où on a déployé des pratiques d'agriculture régénératrice. Et dans les vignobles, évidemment, la dimension multi-stakeholder, ça veut dire souvent discuter, échanger avec le voisinage. On met systématiquement en place des chartes voisinage pour discuter avec les collectivités locales sur les pratiques d'utilisation d'herbicides. Alors, l'herbicide, c'est bientôt fini, mais toujours un petit peu aussi de pesticides. Voilà. Sur la partie parfum et cosmétique, c'est, contrairement, je pense, à l'idée perçue, c'est presque la plus facile parce qu'elle a été réglementée depuis très longtemps. Contrairement aux activités par exemple, de la mode où les réglementations sont assez récentes. En fait, l'industrie de la mode pendant très longtemps a été non réglementée, elle commence à l'être. Les parfums cosmétiques ont des directives européennes notamment et partout sur la planète assez strictes en fait. Donc on a un contrôle des ingrédients qui est historique, on a des chartes ingrédients, on a des chartes notamment un sujet aussi majeur, c'est la relation entre la formulation et l'emballage, s'assurer que tout ce qui va être présent dans l'emballage ne va pas basculer dans la formulation, et on a notamment des gros sujets sur les matières premières recyclées, puisque parfois on n'arrive pas toujours à contrôler ce qui se trouve dans les matières recyclées, donc c'est quasi aujourd'hui presque impossible d'utiliser des matières recyclées qui vont être en contact avec la formulation. Dans les cosmétiques, je parle. Je parle pas de. On commence à y arriver, mais c'est un vrai gros sujet, ça, par exemple. Voilà, donc les parfums cosmétiques, c'est presque l'univers où c'est le plus facile, mais on a des énormes sujets dans la partie mode maro, dans la partie vin et spiritueux. Un autre sujet aussi sur les filières animales va être la réduction au maximum de l'utilisation des antibiotiques au sein des filières animales. On s'est aperçu lorsqu'on va faire des audits dans certaines fermes, alors pas trop en Europe, parce qu'en Europe c'est plutôt bien géré, mais dans d'autres pays sur la planète, qu'il y avait un usage excessif des antibiotiques qui était presque là en prévention, ce qui est une aberration. Donc voilà, on a aussi ce sujet-là qu'on est en train aussi petit à petit de vérifier dans nos différentes supply chains. Voilà, donc
Vraiment, One Health, pour nous, ça prend forme, j'ai envie de dire vraiment, ça prend forme très concrètement dans toutes nos filières d'approvisionnement. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais aussi dans les filières intermédiaires de transformation des matières premières. Je crois que Géraldine, ce matin, a dû vous parler des DHC, la fabrication des prêt-à-porter et des cuirs. Voilà. Merci beaucoup. Plein d'exemples, en effet. On pourrait passer 1 heure à discuter du sujet. C'est vraiment fascinant. Mais je veux laisser le temps à Chloé d'élaborer un petit peu plus sur ces sujets décarbonation et amélioration de la qualité de l'air, notamment sur les territoires insulaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi vos activités consistent et avec des exemples concrets en fait, de ce que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Alors, je vous ai parlé de la raison d'être du groupe EDF, mais EDF PUI s'inscrit complètement dedans. Il illustre même concrètement. Donc, je vous ai dit qu'on fournissait une grande partie de l'électricité d'un certain nombre de territoires non interconnectés et insulaires. Alors, on a un mix de production qui est varié, mais on s'appuie beaucoup sur des centrales thermiques à moteur. Ce sont des centrales qui, en plus de produire de l'électricité, assurent une fonction de stabilisation du système électrique. Donc, ce sont des actifs très importants dans un système électrique qui permettent l'insertion d'énergies renouvelables intermittentes et qui sont, c'est une technologie qui est robuste. Donc, ce sont des centrales qui sont résilientes. Quand il y a des cyclones, des tempêtes, elles continuent à produire de l'électricité. Mais le fait est que le parc de production historique, il fonctionne au fioul et au diesel. Donc notre projet, c'est de convertir ces centrales pour qu'elles fonctionnent avec un biocombustible qui est élaboré à partir d'huile de colza, qui est certifié RED 2, donc qui est une certification qui est exigeante et qui permet la production d'une électricité 100% renouvelable. Et on a commencé. On a commencé en 2023 à La Réunion avec notre centrale de Port-Est, qui assure plus de 50% de la production de La Réunion. Et depuis 2023, on a évité l'émission de 2 millions de tonnes de CO2. L'année dernière, c'est 780 000 tonnes. J'ai fait le calcul pour que ce soit parlant. C'est 180 000 allers-retours en avion, Paris-Saint-Denis. Là, ça pose un peu le décor. Donc, on agit bien sûr parce qu'on décarbone, c'est le mot dans l'énergie, on décarbone l'énergie en France. Mais les impacts, ils sont directs aussi et radicaux en termes de qualité de l'air. C'est-à-dire que ce que l'on a constaté, c'est une réduction de 95% des poussières et des particules fines dans l'air, plus du tout d'émissions de soufre. Donc, on a un bénéfice qui est direct sur une conversion qui est techniquement assez facile pour la santé des populations de ces territoires. Un grand merci à tous pour ces exemples assez édifiants. Je vous propose maintenant de passer aux questions de l'audience. Alors, je vous regarde, Marie. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Alors, vu le timing, je pense qu'on va avoir le temps pour 1 voire 2 questions. Donc, la première, c'est donc adressée à tout le monde. Quelles métriques utilisez-vous pour relier santé humaine, environnement et performance business, si vous en avez? Très bien. Je disais, je peux partager ce qu'on essaie de faire. Nous, une des questions qu'on se pose, c'est comment arriver à mesurer l'impact business, parce que c'est aussi comment arriver à motiver les gens à faire plus. On n'arrivera probablement pas à isoler santé humaine, mais ce qu'on aimerait faire, c'est arriver à rentrer cette thématique de la santé dans une enveloppe plus large pour nous, qui est qu'est-ce que c'est que des financements qui aident à financer ce qui est durable ou ce qui est en transition. Donc probablement arriver à quelque chose d'ultra granulaire sur le sujet de One Health, ce sera difficile parce qu'on l'a vu en échangeant entre nous, les points d'entrée sont différents, les thématiques sont différentes et qu'on n'aura probablement pas une métrique. Mais en revanche, arriver à donner une motivation pour financer plus de ce qui est durable et de ce qui accompagne une transition de sortie de certains polluants, de réduction des gaz à effet de serre, d'amélioration de la biodiversité locale, ça, on peut y arriver à travers vraiment la métrique des volumes financés sur ces thématiques. Alors, moi, je vais peut-être continuer. J'ai déjà donné des métriques. Bon, on peut calculer des tonnes de CO2 évitées, des pourcentages de poussière en moins dans l'air. En termes de sécurité, nous, on a aussi un gain substantiel quand on travaille sur ces sujets-là, c'est qu'on sort de classification Céveso seuil haut.
Donc, on abaisse d'un coup le risque industriel. Donc là, c'est du bon sens. On voit bien l'impact directement que ça a sur les salariés, sur le territoire. On le mesurera sans doute avec une réduction drastique de l'accidentologie. Mais là, on va plus parler de bon sens. Et puis, quand on utilise des biocombustibles qui sont biodégradables, on voit bien tout de suite l'apport que ça a en termes de facilité d'utilisation, de protection de l'environnement. Donc, on est à la fois sur des métriques qu'on va suivre naturellement, mais aussi finalement sur une forme de bon sens. On sait que de toute façon, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai peut-être un élément de réponse sur la partie business. Lorsqu'on déploie nos pratiques d'agriculture régénératrice au sein de nos différentes filières, ce qu'on mesure, ça va être le yield, j'ai plus le mot en français, le yield, le rendement, quoi, le rendement de production. Et on s'aperçoit, lors de cette transition agricole, c'est que les 2 premières années de transition, le rendement baisse. Donc ça, généralement, ça ne plaît pas trop parce que... voilà. J'ai un exemple en Turquie, on a un fournisseur de coton qui a justement fait cette transition au début des années 2020. Les 2 premières années chutent de 10 ou 20% du rendement. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation de la nature et en revanche, après, donc il y avait plus de pesticides, il y avait enherbement total du champ de coton, il labourait plus. Donc voilà, ça perturbe le sol en fait. Mais il se réadapte assez vite et le rendement a réaugmenté en 2023-2025 pour maintenant dépasser le rendement du conventionnel. Donc c'est un des éléments de réponse, c'est qu'on suit le rendement donc de production. Là c'est le coton, mais on peut faire la même chose sur le raisin. Sur l'aspect santé, on est au début, je pense. C'est plus difficile à faire le lien direct. Il y en a forcément un, mais à le quantifier, à le mesurer, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Ça va être, j'imagine, la santé des collaborateurs, la santé des éleveurs. Ça va se faire sur le moyen terme. Alors, c'est vrai que nous, on mesure le taux de recours à l'assurance. Mais ce qui est très difficile, c'est d'attribuer à un facteur environnemental une pathologie. Et aujourd'hui, quand on rentre à l'hôpital pour insuffisance respiratoire, la part qui est liée à la pollution, d'autres facteurs environnementaux, le style de vie de la personne, ses facteurs génétiques, etc., c'est super compliqué. Donc, on a du mal encore à dissocier les différentes choses. Par contre, ce qui est hyper important, c'est de continuer à faire de la prévention. Donc là, on a nos statistiques de prévention, de gens qui sont sensibilisés, etc. Mais on parlait tout à l'heure de lien entre l'environnement et la santé. Par exemple, coup de chaleur. Aujourd'hui, personne ne sait, on connaît mal les symptômes liés à un coup de chaleur. Et c'est le cas dans toute la population. Donc, ce n'est pas évident que les gens aient le réflexe de se dire « Ah bah tiens, là, c'est pas juste j'ai trop chaud, c'est j'ai un coup de chaleur, c'est grave, il faut que j'aille à l'hôpital. » Donc, il y a des pathologies qui sont difficilement attribuables aux risques environnementaux. La pollution, c'est comme le nucléaire, etc. C'est hyper compliqué de dissocier le niveau d'exposition avec une maladie, le déclenchement d'un cancer, etc. On n'en est pas là du tout. Donc, nous, on finance pas mal de recherches. Et notamment sur le lien entre santé et environnement, mais ça peut être sur la santé tout court ou sur l'environnement tout court. Mais je pense que pour avoir des métriques vraiment du résultat de One Health sur la santé, on en est encore, je pense, assez loin. Travail en cours et peut-être juste pour commenter sur le lien santé-environnement, nous, bien évidemment, on regarde des corrélations, enfin le nombre de visites chez le médecin, nombre d'hospitalisations, les éléments aussi d'exacerbation des maladies. Et on vient justement, nous sommes en train de publier une étude assez unique en France qui, pour la première fois, est basée sur les données de la sécurité sociale qui se concentre justement sur les maladies respiratoires. Donc principalement asthme et BPCO, c'est les bronchites chroniques. Et en fait, en mettant en lien tous les facteurs environnementaux, donc est-ce que les gens vivent en ville ou à la campagne, quels sont le type de CSP, pour justement faire ces corrélations et voir en fait les effets de l'environnement sur la santé. C'est un début, il faut vraiment continuer. Merci beaucoup. Alors, on a terminé le temps imparti pour cette table ronde. Merci beaucoup pour les intervenances. Donc, je vais laisser la parole à Cécile pour le mot de clôture. Et juste avant, je vais vous donner les résultats du sondage. Vous avez été à peu près 80 à répondre, un peu moins sur la dernière question. Donc, on va, pendant le cocktail, on relaissera la dernière question ouverte si jamais vous voulez reprioriser
ce que vous aviez en priorité justement pour les leviers d'action. Donc voilà, on a eu, peut-être un peu exagéré, 70 réponses. Donc avec beaucoup de représentation du secteur industriel. Donc au niveau des résultats, dans la priorisation, ce qui est ressorti principalement, en fait, dans les limites, c'est les incertitudes scientifiques sur l'impact de certaines substances et les effets cocktails, et qui ont largement été débattus aussi toute la journée, le manque d'outils et de mesures harmonisées aussi sur ces sujets, l'absence de valeur de référence pour les paiements non réglementés, et effectivement c'est un enjeu pour les entreprises pour mettre en place les mesures correspondantes, des connaissances insuffisantes, donc ça aussi on l'a rappelé, le manque de visibilité sur les réglementations à venir, qui forcément fragilisent un peu les investissements et donc avoir une vision long terme, et la complexité des filières de collecte et de recyclage des plastiques. Et donc sur les leviers, donc c'est là où vous avez été un peu moins nombreux à répondre, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un peu le temps après. Donc accroître la transparence sur la composition justement des produits, enrichir les connaissances et les bases de données sur les substances, donc au-delà d'accroître la connaissance, aussi partager ces informations. Et concevoir, bien sûr, et collecter, et en collectant aussi les chaînes de valeur. Et déployer les instruments financiers qui visent à inciter les entreprises à adopter les démarches. Donc là, ce n'est pas les mêmes acteurs forcément dans les leviers. Et puis aussi, dépasser et anticiper la réglementation avec toutes les incertitudes qu'il y a aussi autour. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu. N'hésitez pas si vous voulez redonner votre avis sur, ou en tout cas donner votre avis pour les leviers. Et Cécile, je te laisse la main. Merci Marie. Merci aussi à tous les intervenants pour la richesse des exemples et des échanges. On a vu ce matin que les entreprises s'engagent, elles modifient pour certaines assez substantiellement leur modèle d'affaires, à la fois sous pression de leurs investisseurs, de leurs clients, de la réglementation, et aussi pour préparer leurs entreprises à gérer les enjeux futurs. Alors, on a vu que c'était quand même complexe, ça nécessite de la R&D, ça nécessite des financements. Merci aux différents représentants des banques qui nous ont donné aussi 2-3 inputs sur les outils financiers que les banques peuvent proposer pour financer ces solutions. Il y a quand même la question, in fine, de qui va payer ce premium, parce que quand on voit que les coûts qui sont évoqués, en particulier, ça a été l'édition pour les PFAS, mais donc c'est des coûts qui sont évidemment énormes. Et la question de la pérennité, de l'assurabilité des activités des entreprises a été aussi soulignée et questionnée, avec un focus sur la prévention, c'est important. Alors, c'est vrai qu'on vit de toute façon dans un monde de la chimie qui est omniprésente dans nos quotidiens. Je vois que les tables rondes ce matin ont permis aussi de questionner le besoin et de souligner aussi la question qui peut se poser du renoncement finalement. Quelle fonctionnalité? Qu'est-ce que c'est le juste assez? Le juste assez de matière, ça a été évoqué par BIC, ça a été évoqué par Michelin, ça a été évoqué par Kering. Ça nous emmène aussi sur des questions liées à la sobriété. Les enjeux liés à la circularité ont été aussi beaucoup soulignés. La circularité, elle est centrale à la fois pour des enjeux environnementaux et de santé. Ça a été dit ce matin. Ça a été moins dit, mais on est en plein dedans. C'est aussi central pour des enjeux géopolitiques actuellement. Je pense aux matériaux critiques et au plastique. Et puis, ça ressort du questionnaire d'ailleurs. Vous avez tous réaffirmé la place centrale de la science. Et c'est finalement, dans le questionnaire que nous montrait Marie, c'est le premier frein, c'est la connaissance scientifique que vous avez souligné. Alors, la porte d'entrée du concept OneL dans les entreprises, elle est variable, elle est parfois due à des crises. Ça vous amène à comprendre le lien entre des risques qui n'étaient pas forcément reliés, des risques qui étaient parfois traités de façon isolée. Et ça a été dit aussi, c'était une façon finalement de mettre en cohérence des sujets qui sont déjà traités dans l'entreprise. Mais c'est une façon de les approcher qui paraît cohérente et holistique. Alors, les leviers d'accélération, c'est peut-être d'insister sur cette collaboration étroite qui est nécessaire, et ça a été souligné. Ces démarches-là, elles doivent être collectives. C'est des collaborations au sein de vos secteurs, au sein des chaînes de valeur et aussi avec les pouvoirs publics. Je pense que ces collaborations-là, elles seront sans doute au cœur des échanges du One Health Summit de mardi prochain. Donc, pour ceux qui y seront, je vous souhaite un bon One Health Summit mardi.
Et merci à tous pour votre participation ce matin. Je profite du micro pour remercier particulièrement Marie Marchand-Pilar qui était à la manœuvre. Donc, voilà le rapport. Merci Marie et bravo. Voilà, les One Health Summit, c'est toujours fait dans une certaine précipitation et donc on a eu peu de temps pour sortir le rapport et organiser la conférence. Donc un grand merci Marie, un grand merci à Charlotte Mini qui anime donc la commission santé environnement chez EPE, qui est très active depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Merci Charlotte.